Bonjour. Bienvenue. Également. Alors, Donc, désolé. Hein? les gens sont en train d'entrer, donc les participants et participantes. Là, je ne sais pas s'ils sont déjà là, juste parce que je vais m'assurer que... Oui, les gens commencent à rentrer. Désolé. Moi, je me suis Non, pas de connecté problème. de notre ordinateur, puis ça montre Piano Montréal. Et ça, c'est ma OK. femme. Moi, je suis Svette Christophe. Christophe. Enchanté. Bienvenue parmi nous. Et là, j'avais des gens qui ont commencé à joindre bienvenue. Donc, on est les 6 panélistes, tout le monde est là. Puis, on a des gens qui commencent tranquillement à rentrer aussi dans la salle, si on peut dire ça ici. Non, bah c'est bien. Oui. Très, très bien. Désolé. Hein. Bonjour, il y a Hind Mouhoud qui a écrit. Et pourquoi on ne voit pas Nersa et Laetitia? Parce qu'elles sont comment dirais-je, elles sont dans le back-office. Donc, elles sont vraiment en train de gérer les coulisses. Voilà. Les coulisses. Oui. Ah, voilà, Nersa. Ils m'ont beaucoup stressé, vos courriels. Pour vrai? On a été malheureusement victime d'une rançongiciel. Ça fait un mois. OK. Alors, donc on était en période de crise, de gestion de crise informatique. Et donc, je voyais les courriels rentrer Rentrer. du- Ah, ben merci d'être ici avec nous. Donc, C'est très voilà, apprécié. un peu Parfait. quelques semaines. Je pense même que la STM aussi a été victime d'une... Oui, je confirme, on a été victime, on est encore dedans. Vous êtes là-dedans, hein, c'est ça? OK, vous Ouais. êtes là. Ouais, ouais, parce que quand on vient. Pour qui c'est on? Ben, la STM, c'est-à-dire qu'on a retrouvé notre boîte courriel, mais Ah, il y a mais beaucoup de systèmes. vous êtes à la STM? Oui, Ah, c'est incroyable! Waouh! oui. Ok. Et c'est fou. Ouais. Et, et c'est quoi? C'est quel groupe? Vous savez pas encore? Nous, on est à la protection de la personne et service d'aide aux employés. Non, le groupe de pirates. Ah, OK! Non, je sais pas, je m'y connais pas assez, mais ça ressemblait à ce que vous venez de dire. C'était similaire, oui. Nous c'était Suncrypt. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oh, non, ça me Non? dit rien. Attendez, je vais voir si Nersa va nous dire de commencer. Nersa, tu nous donnes le signe pour commencer. Bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous. Donc, je vois, il y a Cynthia. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Je vois, bon, Madame Altidor, c'est ça? Oui. Votre nom, votre prénom, quel est-il? René. René, enchantée, René. Je sais pas ce que je vois tout le monde. Je vois Théodora Jumel aussi qui s'est jointe à nous. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue parmi nous. Alors, je pense que... Ah, on a Geneviève. Bonjour Geneviève. Bienvenue. Alors, je pense que on va commencer. Il était 45, puis les autres personnes qui se joindront à nous pourront tout simplement être présents au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, mon nom, c'est Dorothée Alexandre. Ah, il y a beaucoup plus. Il y a Laetitia aussi, que je n'avais pas vu. Il y a In. C'est ça, parce que les gens ont enlevé leur caméra. Donc, il y a plus de monde que je pensais. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes. Mon nom, c'est Dorothée Alexandre. J'aurai le plaisir d'animer cette table de discussion avec vous pendant les 30 prochaines minutes. Puis ensuite, on pourra prendre des questions. Donc, rapidement, qui je suis, je travaille présentement à Radio-Canada depuis juillet dernier comme première spécialiste et coordonnatrice externe au sein de l'équipe Inclusion des communautés à Radio-Canada. Donc, mon rôle est de plusieurs ordres, mais rapidement, le but, c'est bien sûr, comme ça le dit, de favoriser l'accès des gens qui sont issus de différents horizons à l'intérieur de l'institution, puis de travailler, bien sûr, sur tous les dossiers qui ont trait à l'inclusion et la diversité au sein de l'institution, et ça au niveau du Canada français. Donc, vraiment d'un côté, d'un océan à l'autre, si je peux dire ça ainsi. Alors, aujourd'hui, on va aborder
les défis que rencontrent les personnes immigrantes ainsi que les personnes, bien sûr, issues des communautés culturelles. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que vous allez avoir l'occasion de parler avec 6 personnes qui vont parler de leur expertise, qui vont aborder des défis, mais on veut surtout être axé sur les modes solutions. Avant que je vous présente qui est à l'écran, parce que c'est vraiment ça qui va vous parler, j'aimerais que vous alliez dans le clavardage puis que vous disiez pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce panel. Et entre-temps, je demande à tout le monde de mettre vos micros à off. Donc, je vous demande de vous museler, de vous muter, de vous mettre sans son. Et quand vous allez prendre la parole, donc au niveau des panélistes, vous pourrez ouvrir vos micros. Donc, est-ce que vous pouvez aller dans le clavardage et en 2-3 mots, en une phrase rapidement, juste indiquer pourquoi vous avez décidé de participer à cette table ronde? J'aime toujours savoir vos objectifs, puis ça va bien sûr nous orienter pour la suite des choses. Donc, je vous donne 30 secondes pour le faire. Donc, je vois des bonjours. Donc, quels sont vos objectifs en participant à cette table ronde? Donc, Marissa a dit m'informer plus sur le sujet. Ne vous gênez pas. Écrivez vos objectifs. Bon, j'imagine que ça va rentrer tranquillement. Donc, en attendant que ça rentre, je vais vous présenter. Rentrer dedans. Ça y est, alors, pour ton emploi. Ah, OK. En tant que conseillère en emploi et en intégration des immigrants, est-ce que tu en apprends et découvrir sur la réalité des personnes immigrantes, connaître les opinions courantes sur les défis de la communauté, partager sa passion, intérêt sur le comité raciste systémique de l'entreprise, parler des enjeux des communautés et entendre ce que les autres en pensent, apprendre des difficultés. La personne observe des défis auxquels sont confrontés leurs clients, puis veulent découvrir des perspectives nouvelles. Donc, c'est très intéressant. Donc, sans plus tarder, puisqu'il nous manque du temps, je vais aller directement avec nos invités. Donc, je vais leur demander, je vais les présenter juste avec leur nom. Je vais leur demander de se présenter, surtout au niveau de leur entreprise. Ils vont avoir 1 minute pour le faire. On fait ce premier tour de table et par la suite, on va aller directement avec la première question. Donc, je vais commencer avec Louis-Edgar Jean-François. Donc, je vous invite à vous présenter. Merci Dorothy. Bienvenue à tous. Mon nom est Louis-Edgar Jean-François. Je suis le président-directeur général du groupe 3737. Donc, le groupe 3737, on est un écosystème entrepreneurial. On est moteur de développement économique pour avoir un impact social. On utilise le véhicule qui est l'entrepreneuriat issu de la diversité, de l'inclusion et des communautés noires. Donc, notre but, c'est d'être un vecteur de changement. On a plusieurs programmes d'accompagnement. On a des programmes d'accompagnement qui couvrent, dans le fond, l'évolution entrepreneuriale à tous les stades, que l'entrepreneur soit au stade d'idéation, qu'il soit au stade de prédémarrage, démarrage, et aussi en phase de croissance et maturité. On a un programme spécifique qui est lié aux communautés noires. Donc, c'est un renforcement de capacité des organisations qui desservent les communautés noires. On a des résultats concrets. Donc, on a accompagné jusqu'à maintenant 606 entrepreneurs. On a pu avoir 114 entreprises dans notre écosystème de 50 000 pieds carrés qui est situé dans le quartier Saint-Michel, dans l'est de Montréal. On a aidé à la création de 334 emplois directs et indirects et collectivement, nos entreprises ont généré 83 millions de chiffres d'affaires. Donc, notre but, c'est vraiment de continuer en ce sens, aller plus large et pouvoir avoir un impact, encore une fois, économique et conséquemment social. Donc, merci de m'accepter à cette rencontre, à cet échange. Merci beaucoup, Edgar. Donc, on va poursuivre avec Svet Krastev. On ne vous entend pas. Mettez votre micro. Voilà. Je suis le fondateur d'un groupe de quelques organisations qui s'appelle Access Pharma Jobs ou Accès à emploi en pharmaceutique, qui vise à informer les gens hautement qualifiés avec des formations dans des domaines qui sont réglementés et qui ne sont pas facilement accessibles ici, de les informer sur les possibilités de carrière dans un domaine pratiquement inconnu, les affaires réglementaires, dans les essais cliniques sur les nouveaux médicaments et dispositifs médicaux, parce que ce ne sont pas des métiers réglementés, donc l'accès à ces professions est beaucoup plus facile.
Nous faisons ça depuis 11 ans. On a des centaines de participants qui, la plupart, sont déjà dans le domaine. Certains sont déjà à des postes assez élevés. Puis, c'était notre objectif de donner à ces gens-là la possibilité de rester dans leur domaine de compétences et de ne pas se réorienter vers des choses qui n'ont rien à voir avec toute l'éducation et l'expérience qu'ils ont. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre maintenant avec Marie-Christine Ladouceur-Girard. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Merci à notre animatrice aussi. On est chanceux de t'avoir, Dorothée. Merci. Alors, mon nom est Marie-Christine Ladouceur-Girard. Je suis la directrice du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, qui est un bureau de la Ville de Montréal. Et on est un bureau de projet. On déploie une 20-25 grandes initiatives, beaucoup avec la communauté, pour accélérer l'intégration socio-économique des personnes immigrantes, surtout des nouveaux arrivants. On est beaucoup aussi dans l'interculturel et dans l'inclusion. Notre plan d'action 18-21 s'appelle Montréal Inclusive. Donc voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous, Maître Renaud Derry. Donc, merci encore pour nous avoir donné l'occasion d'être présent aujourd'hui. Donc, voilà, mon nom est Renaud Derry. Je suis le gestionnaire, le propriétaire du cabinet d'avocats Canadien.com, qui est établi depuis 2001. Donc, on est bien placé pour vraiment desservir la communauté étrangère, ressortissants étrangers. Nous occupons principalement de tout ce qui a trait à la résidence permanente, les permis de travail, les permis d'études, les rétablissements de statut, les prolongations de statut. On fait tout sauf ce qui a trait aux demandeurs d'asile et donc au niveau des litiges en immigration. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet. De toute façon, nous sommes un des exposants. Donc, pour pouvoir assister toute communauté étrangère afin de pouvoir s'établir et de demeurer au Canada, au Québec. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre maintenant avec Yvan Tonji. Oui, bonjour à tous déjà et merci de me donner l'opportunité de participer à ce panel. Donc, mon nom est Yvan Tonji, je suis entrepreneur et je dirige la compagnie Ilanda Media Inc. C'est une compagnie en fait qui fait dans la production et la réalisation des vidéos commerciales, que ce soit pour des entreprises ou pour des entrepreneurs, pour pouvoir présenter leurs produits sur le marché d'une façon assez exotique, assez bien, et pouvoir bâtir leur marque en fait. Et aussi, nous offrons des formations en montage vidéo pour toute personne qui voudrait apprendre les montages vidéo de base et se lancer dans la vidéographie. Notre entreprise est encore bébé, ça fait à peu près 6 mois que nous sommes lancés. On a déjà accompagné à peu près 6 entrepreneurs et compagnies pour la présentation de leurs produits. Et à date, nous avons environ 30 étudiants qui suivent nos formations en montage vidéo. Parfait, merci beaucoup, Yvan. Pour ça, on va poursuivre avec Patrick. J'ai oublié de mentionner une information importante. Cette session, elle est enregistrée. Donc, s'il y a des gens qui ne voudraient pas apparaître quand vous posez votre question à la fin, donc vous avez juste enlevé votre caméra, mais je tenais à rappeler que c'est enregistré. Alors, on va poursuivre avec Patrick Abélard. Donc, je vais vous demander de vous présenter, puis aussi, vous allez aborder tout de suite la première question qui est l'enjeu. Donc, 1 ou 2 enjeux majeurs auxquels vous faites face, vous, au sein de votre carrière ou que vous observez par rapport à votre industrie, là, qui est tout le monde du théâtre puis l'industrie artistique. Donc, allez-y. Excellent. Je me présente Patrick Emmanuel Abélard. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je ne dirige aucune entreprise. Je ne suis pas encore un actif contributeur des communautés comme les autres panélistes. C'est vraiment incroyable là, ce que j'entends ici. Je trouve ça super cool. Mais je suis le fils d'une amie de longue date de Nersa Dorismont. J'imagine que le fait que je fais partie du milieu audiovisuel des communautés en ce moment, de la relève, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis là. Pour répondre à la question, un des défis que je vois le plus, c'est sûr qu'on parle souvent de le manque de représentation des communautés dans le domaine audiovisuel québécois surtout.
Il y a beaucoup de conversations. Je travaille avec beaucoup d'autres artistes. On écrit des choses, on pitch des choses à des diffuseurs pour que ça pogne, pour que les jeunes puissent être plus intéressés, que les communautés puissent être plus interpellées quand ils ouvrent leur télé, surtout ici au Québec. Je dirais que personnellement, j'ai été quand même très chanceux. J'ai été choyé de pouvoir travailler. J'ai fait une pièce récemment, Héritage au Théâtre du CEP, qui a été la première pièce de son genre, vraiment, ici au Québec. On a réussi à battre beaucoup de records, même au niveau de the attendance. Désolé, je suis aussi présent. L'auditoire, oui, il n'y a aucun problème. L'auditoire, au niveau de l'auditoire, mais je dirais qu'un des plus gros défis, c'est vraiment de trouver des bonnes histoires à mettre de l'avant, de s'assurer que les diffuseurs puissent respecter aussi, parce que c'est pas juste d'écrire des choses, mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on écrit des choses et là, le plus que ça avance, ces choses-là changent et sont un peu moins comme qu'on voudrait qu'elles soient. Donc, je pense qu'un de nos défis, c'est de pouvoir raconter nos histoires telles qu'elles sont, de la façon la plus authentique possible, vraiment. Merci. Justement, je vais continuer avec Yvan qui est dans la même industrie. Puis quand on parle des histoires, mais pour les personnes qui travaillent avec les personnes immigrantes, on sait à quel point les narratifs autour des personnes immigrantes et issues des communautés culturelles peuvent pencher d'un côté ou d'un autre dans notre société. Donc, Yvan, un défi ou deux, peut-être on va commencer par un défi, je vois le temps qui passe, majeur que vous observez dans l'industrie. Moi, je vais me concentrer sur le côté financier. Que ce soit en fait pour la formation et pour le financement des entrepreneurs immigrants qui veulent se lancer. Je pense que la formation fait partir soit des premières étapes ou des étapes intermédiaires en fait de chaque entrepreneur. Et en tant qu'immigrant, des fois, pas pour tous, on a ce problème de coût de formation qui est très cher à l'université, par exemple. Que tu veux faire, par exemple, une école en ingénierie ou une école dans un domaine de l'art ou même en vidéographie, les coûts reviennent très chers. Et on a aussi ce souci-là lorsque tu cherches du financement pour ton entreprise. Par exemple, si tu n'es pas encore résident permanent, il peut y avoir des blocus à avoir du financement. Et bon, se lancer sans financement, c'est toujours très pénible. Donc, c'est vraiment le défi majeur que moi, je relève en tant qu'immigrant qui entreprend. It's almost 3. Almost 3. Ah, excusez-moi. Yeah, give me a few minutes. Attendez, je suis passée. Excusez-moi, madame, je demandais à tout le monde de mettre vos micros de fermer vos micros. J'avais terminé aussi. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Et justement, quand on parle des défis de financement, on parle de formation, mais vous, Edgar, c'est justement au centre de l'offre du groupe 3737. Donc, peut-être nous expliquer, c'est quoi votre regard par rapport à ce que mentionne Yvan, puis comment le 3737 peut aider les gens peut-être qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, écoute, merci d'avoir abordé le sujet, Yvan. Donc, je fais un peu de pouce sur ce qu'Yvan a dit. Effectivement, je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est un problème d'accès aux capitaux. Dans l'accompagnement entrepreneurial qu'on offre présentement, on le constate, puis c'est beaucoup plus frappant vu qu'on a un axe vraiment accompagnement entrepreneurial d'entrepreneurs issus de la diversité et des communautés noires. Donc, il y avait un enjeu qui était criant du côté spécifiquement des communautés noires. Une fois que lorsque le confinement a été annoncé à l'époque, je pense que les gouvernements étaient très proactifs à mettre en place des mesures. Mais malheureusement, on s'est rendu compte en cours de route que malgré que des mesures ont été mises en place, il y en a malheureusement, les entrepreneurs des communautés noires ne semblaient pas être couverts pour plusieurs raisons. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'axer l'accompagnement sur trouver des façons de se financer. Donc, en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte c'était plus difficile que prévu. Donc, ce qu'on a fait, puis ça m'amène à mon deuxième enjeu, c'est de voir comment on peut développer, si on veut, des sources de revenus différentes en utilisant le même service ou produit. Donc, comme vous le savez maintenant, là, je pense que le transfert se fait beaucoup plus en ligne. Donc, c'était voir comment on peut aider à générer des revenus en ligne. Malheureusement, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, de la diversité des communautés noires, on sait qu'il y a beaucoup de ces entreprises. Oui, il y a des entreprises qui commencent à se développer en technologie, mais il y a beaucoup d'entreprises de proximité. Quand on a une entreprise de proximité, là, c'est un peu plus difficile de développer une offre de service en ligne. Donc, on peut utiliser les outils en ligne jusqu'à un certain point, mais c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Donc, ce sont deux enjeux, je pense, qui ont été criants.
Puis l'idée, ce qu'on a fait, c'est vraiment on a essayé de travailler, que ce soit avec les gouvernements, que ce soit avec les entrepreneurs, à trouver des solutions concrètes et rapides pour pouvoir les aider, non seulement à passer à travers la pandémie, mais aussi les aider de façon un peu plus permanente et à long terme. Donc voilà les deux enjeux. Parfait, merci. Après ça, bien sûr, on parlera de l'initiative gouvernementale qui a été annoncée. Je poursuis avec vous, Marie-Christine. Il vient de parler, entre autres, de l'accès aux outils en ligne. Il y a la fracture numérique. On sait que ça, c'est un enjeu majeur aussi pour les populations nouvellement arrivées dans la province ou même dans la ville de Montréal. Donc, pour vous, quels sont les enjeux ou un enjeu principal que vous avez observé? On travaille sur, je dirais, 5 gros enjeux, puis un des plus importants sur lequel on déploie beaucoup d'énergie, c'est la question de l'intégration professionnelle, de l'intégration en emploi pour les personnes, surtout les nouveaux arrivants. Donc, peu de gens le savent, mais on a un retard assez marqué à Montréal par rapport aux autres villes, aux autres métropoles d'immigration canadienne et même aux autres villes nord-américaines sur la question de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. On a fait plusieurs études à ce sujet et ce qu'on a constaté, c'est que les Montréalais sont peu conscients de ce retard-là. Il y a seulement 13% des Montréalais qui savent que Montréal accuse un retard. Donc, pour nous, là, c'est vraiment important de mobiliser non seulement les entreprises, mais aussi tous les travailleurs. On pense que tout le monde a un rôle à jouer dans l'inclusion. Donc, d'amener avec le leadership de la ville, des employés, de la mairesse, d'amener cette question-là là, pour que la ville vraiment renverse la vapeur à ce sujet-là. Et on voit d'ailleurs que dans la pandémie, les premières personnes touchées par les pertes d'emploi, c'est beaucoup les nouveaux arrivants, c'est les minorités visibles. Puis on peut ajouter à ça toute la question de l'intersectionnalité aussi, quand on est une femme, minorité visible. On peut ajouter d'autres types d'intersectionnalité comme le handicap. Donc, c'est d'autant plus difficile. Donc, pour nous, c'est un sujet et j'aurai l'occasion de dire ce qu'on fait un peu plus tard. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre. On parle d'immigration, puis on parle d'intégration professionnelle. Ça touche vraiment nos deux derniers intervenants. Renaud, donc vous, de votre côté, enjeu principal, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que Marie-Christine dit ou un autre enjeu principal que vous voyez. Mettez votre micro. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Mettez votre micro. Oui, en fait, je suis un peu de l'autre côté de la barrière, dans le sens que je n'ai jamais vraiment rencontré des défis au niveau de l'immigration, parce qu'au contraire, c'était mon unique rôle était d'assister les futurs immigrants et ceux qui ont besoin de services d'immigration. Donc, au niveau des défis, des obstacles que j'entends jusqu'à maintenant, je ne suis pas vraiment impliqué dans cela. D'autre part, ce que je peux vous dire sans nommer des paliers d'immigration ou des gouvernements ou quelque chose, avant, il y avait quelques critères de subjectivité dans l'analyse des dossiers. Et donc, quand on parle de subjectivité versus objectivité, c'est qu'on rentre dans l'être humain. Donc voilà, donc sans en dire plus, aujourd'hui, je suis content qu'au niveau de l'immigration, ce sont des systèmes qui sont totalement objectifs, qu'il n'y a plus place aux critères subjectivité. Aussi, peut-être un peu d'un côté, au niveau de notre côté, et malheureusement dans cette profession, quand on arrive à aboutir avec les dossiers, on est considéré comme le bon Dieu, et si ça ne passe pas, on est considéré comme la pire espèce. Donc, je pense que c'est malheureusement à cause de la réputation de la pratique depuis des décennies, mais qui aujourd'hui est en train de devenir, je dirais, meilleure. Et c'est pour ça que donc, nous sommes là depuis 2001. Mais voilà, ça c'est vraiment un défi. Des fois, on a du mal. Et peut-être un dernier point. Ouais, un dernier point. Pardon? En 30 secondes. Oui, un dernier point, c'est, je dirais que malheureusement, on voit souvent dans notre audience, notre clientèle, c'est qu'on leur envoie des ententes d'honoraires. Et ici, souvent, ils ne lisent même pas.
Donc, des fois, ça cause des problèmes parce que, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes dans une société où est-ce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà. OK. Bien, on pourra en revenir sur ça. Parfait, merci. Et vous, de votre côté, Sved, donc justement par rapport à l'enjeu et votre industrie, donc de former des gens hautement qualifiés sur les carrières en matière d'affaires réglementaires, quel est l'enjeu principal ou majeur que vous voyez en termes de défis pour les personnes immigrantes ou issues des communautés culturelles? Pour nous, l'enjeu principal est de réussir d'informer le nombre maximal de gens que cette possibilité de carrière existe. Parce qu'on ne voit pas des annonces, des postes annoncés, les postes de départ, d'habitude, ne sont pas annoncés du tout. Ça se fait par bouche à oreille. Donc, les gens ne savent même pas qu'il y a plein de métiers qui demandent leurs compétences, mais il n'y a pas besoin de diplôme reconnu, il n'y a pas besoin d'examen, de licence de pratiquer, parce qu'on ne fait pas des actes médicaux. On travaille avec les données qui viennent de l'étude, avec l'organisation de l'étude, la conformité aux exigences et aux lois. Ce n'est pas c'est un métier, ce n'est pas une profession scientifique. Et quels sont justement qu'est-ce qui est requis justement pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient peut-être avoir des qualités requises pour faire le type d'emploi? Donc, qu'est-ce que vous cherchez comme profil? Ben, ce sont tous les gens qui ont des maîtrises de doctorat d'autres pays, qui sont des médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, infirmières. Il y a plein de métiers qui sont réglementés, qui demandent de passer des examens, devenir membre d'un ordre professionnel, qui est très souvent un parcours de combattant. Qui prend beaucoup de temps, qui coûte très souvent beaucoup d'argent. Tandis que dans le domaine réglementaire, c'est une réglementation qui est faite pour protéger les participants des essais cliniques des abus, pour ne pas leur causer du tort. Un essai clinique, c'est un processus de collecter des informations de plusieurs patients pour voir quels sont les effets indésirables, est-ce qu'on peut utiliser ça ou pas du tout. OK. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est l'utilisation de nos compétences transversales à travers peut-être une non-reconnaissance de certains diplômes dans nos pays et de l'appliquer dans une nouvelle profession qui est peut-être inconnue de votre côté. Je poursuis peut-être au niveau, merci beaucoup, je poursuis peut-être au niveau rapidement de Patrick d'Yvan. Quand on parle de la notion justement de certains postes ou certains métiers qui sont inconnus dans le domaine des arts, puis aussi qu'il y a un manque d'encouragement potentiel des parents. Donc, pour vous, quelles sont les choses qui peuvent être mises de l'avant pour faire qu'on ait une meilleure représentativité dans les médias, puis également dans les arts? Yvan, est-ce que tu veux aller en premier? Tu me laisses la parole, d'accord? Ben, les choses qui peuvent être mises de l'avant, c'est sûr que moi, j'ai été chanceux. J'ai une mère haïtienne qui m'a poussé à suivre mes rêves, qui a cru en moi, qui a vu que j'avais l'habilité de faire ce que je voulais faire vraiment. Mon emploi, c'est un emploi que les mondes évitent comme la peste. On dit tout le temps que c'est hyper difficile, que tu n'arriveras pas, c'est pas possible. À Montréal, il y a beaucoup d'opportunités. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui est à la télé, qui fait des films, tu peux faire des publicités, tu peux faire de la voix, tu peux faire du théâtre, tu peux vraiment être super versatile. Donc, je pense qu'une chose qui pourrait aider les gens à se diriger vers mon milieu, ça serait juste de comprendre que c'est vraiment comme une business, c'est vraiment comme un petit entrepreneur qui vend ses services, étant moi, à beaucoup de médiums. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'habilité possible pour être le plus, quote-unquote, rentable dans ce sens-là, être un produit qui est plus alléchant. Cela étant dit, c'est sûr que ça serait le fun de voir que les producteurs et les diffuseurs veulent vraiment mettre de l'avant du contenu un peu plus ethnique. C'est sûr qu'on voudrait que ce contenu-là ne soit pas toujours des jeunes Afro-Américains qui font des drogues ou qui les vendent ou qui sont in one way or another related to the police. Puis on le voit, ça bouge, ça évolue. C'est sûr que ça prend du temps, mais des gens comme moi qui rentrent dans l'industrie en ce moment sont très chanceux, même que je dirais que
être quelqu'un des communautés en ce moment dans l'industrie du cinéma, c'est presque un avantage. Si tu es capable de te démarquer, de vraiment montrer que tu es bon dans ce que tu fais, je dirais que c'est pas mal rentable. OK. Puis vous, Yvan? En fait, je pense que le problème qui se pose, c'est que les personnes immigrantes ne sont pas assez représentées visuellement dans ce type de domaine, en fait. Et en général, les immigrants qui arrivent à Montréal arrivent toujours avec une certaine structuration. Par exemple, si par exemple quelqu'un vient d'Afrique, il sait qu'il faut faire des sciences dures et tout, et il ne sait pas forcément que voilà, tu peux émerger par exemple dans le cinéma, émerger par exemple dans la vidéographie. Et je pense que c'est une question d'information qui n'est pas très bien véhiculée. Et je pense que des bureaux d'intégration, par exemple, comme Marie le fait, pourraient justement pouvoir intégrer ce type d'informations-là dans leur programme. Et aussi, je pense que l'entrepreneur ou alors quelqu'un qui réussit déjà dans ce domaine a une certaine responsabilité. Parce que quelqu'un comme Patrick, par exemple, qui fait dans le théâtre et qui, entre guillemets, réussit dedans, a une certaine responsabilité de pouvoir informer les autres que oui, c'est possible. Donc, il faudrait que les entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs qui ont réussi à accomplir certains trucs, se mettent plus de l'avant pour que ceux qui arrivent puissent savoir que oui, c'est possible et pouvoir tenter leur chance aussi. Je pense que ça manque aussi beaucoup dans l'atmosphère entrepreneuriale des immigrants parce que, enfin, moi, j'ai toujours été dans cette logique-là que pour vivre heureux, ils vont cacher. Mais je pense que ça fait plus de mal que de bien au final. Puis je vais laisser Marie-Christine puis Louis-Edgar réagir sur ce que vous venez de dire parce que c'est au cœur même des services puis des initiatives que vous mettez de l'avant. Fait que vous avez des initiatives, entre autres, Marie-Christine, que vous vouliez aborder avec nous. Oui, puis je retiens l'idée là, de faire connaître les métiers qui sont comme non attendus ou peut-être moins visibles là, depuis l'étranger. Mais c'est sûr que nous, un de nos constats quand notre bureau a été créé, c'était qu'il existait beaucoup d'initiatives pour les personnes immigrantes, pour les aider dans leur intégration, en employabilité, en matière d'information, de francisation, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Parce que ça se joue à deux, cette intégration-là. Qu'est-ce qu'on fait du côté de la société d'accueil pour aussi ouvrir des portes? Donc, nous, on s'est beaucoup positionné sur le plan de l'inclusion, puis d'une certaine façon de la lutte au racisme et à la discrimination systémique, la lutte à la discrimination et au racisme systémique, devrais-je dire. Donc, mais en matière d'inclusion, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'on a lancé la stratégie Montréal inclusive au travail. Donc, on a mobilisé 60 PDG de Montréal Inc. avec la mairesse. On a jeté les bases d'une stratégie qui vise à éveiller, engager la communauté d'affaires et outiller. Éveiller, pourquoi? Parce que je le disais plus tôt, il y a seulement 13% des Montréalais et Montréalaises qui savent que la ville a un retard et qu'il y a un rôle à jouer. Donc, on voulait vraiment éveiller, créer un sentiment d'urgence d'agir, finalement, et en faire l'affaire de tous. On a mobilisé un cercle des employeurs. On a lancé la première campagne Porte fermée. Ça n'a pas été très vu, mais peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu en janvier dernier. C'était une première. C'est la première fois aussi que la Ville répondait aux messages haineux sur les médias sociaux, aux messages de racisme, de discrimination. Donc, on a été proactifs là-dedans. Ça, c'était une première. On a des choses qui s'en viennent en novembre, dont un balado qu'on va lancer avec Radio-Canada. Et donc, c'est ça. On veut travailler vraiment avec des outils concrets. Puis, on sent quand même qu'il y a un momentum avec toute la question de la lutte contre le racisme et les événements qu'on vit cette année pour vraiment que les organisations se positionnent sur l'inclusion puis vraiment prennent action pour que ça repose pas seulement sur le poids des personnes immigrantes. Je pense que c'est important et des personnes racisées aussi, bien entendu, parce que c'est pas seulement les personnes immigrantes qui vivent des enjeux, bien que il y a plusieurs défis pour les nouveaux arrivants. Là, ça, la littérature est claire là-dessus, mais on veut vraiment agir. Donc, c'est une de nos initiatives. Il y en a d'autres. Oui. Justement, peut-être en 30 secondes ou en 25 secondes, expliquer c'est quoi l'initiative Porte fermée pour les gens qui ne sont pas au courant. Puis après, je vous passe la parole, Edgar. Oui, bien, c'est une campagne publique de sensibilisation. Donc, il y a les journées portes ouvertes, c'est bien connu à Montréal, au Québec. On ouvre les portes, les écoles, les entreprises. Bien, on voulait montrer finalement que portes fermées, bien, pour les personnes immigrantes et les personnes racisées, il y a souvent des portes qui se ferment. Et donc, la société a une responsabilité morale d'ouvrir les portes puis de se remettre en question. Donc, il y avait un grand stunt au centre-ville, beaucoup de publicité dans le métro et d'autres lieux là,
ce coup d'envoi. Puis c'est quelque chose qu'on va refaire. Changer les mentalités, ça prend du temps, mais on s'inscrit quand même dans la longue durée sur ce sujet-là. Parfait. Oui, Edgar, vous y allez. Oui, ben dans le fond, je voulais peut-être revenir un peu sur ce qui a été mentionné tout à l'heure. Tu sais, on parlait de manque de représentativité. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler en amont, dans le sens que lorsque arrive le choix de prendre, que ce soit d'embaucher quelqu'un, que ce soit de choisir quelqu'un pour, exemple, poste de comédien, souvent, les personnes dans les postes décisionnels, dans le fond, vont choisir des gens qui leur ressemblent. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces postes décisionnels? On retrouve moins de gens issus de la diversité, issus des communautés noires. Donc, je pense qu'il faut travailler de ce côté-là pour pouvoir avoir une meilleure représentativité dans les postes décisionnels, pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin de la journée, on puisse avoir justement une plus grande représentativité, dans le fond, dans les employés, puis que la sélection soit basée strictement sur les compétences et pas nécessairement sur le fait qu'on trouve que quelqu'un nous ressemble. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre chose aussi, ben, on sait qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on sait que les gens issus de l'immigration ont ce réflexe entrepreneurial et je pense qu'il y a un moteur qui est intéressant à développer du côté pour meubler puis créer du développement économique et conséquemment un impact social ici au Québec. Donc, on a mis en place un programme spécifique qui s'appelle le programme Migrantpreneur. Ce qu'on va faire avec ce programme-là, c'est vraiment c'est un programme d'accélération entrepreneuriale. Donc, on parle d'immigrants entrepreneurs qui sont à un stade, qui ont déjà une idée, qui ont déjà un produit, qui sont à un stade, si on veut, d'accélération entrepreneuriale. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient leur offrir une formation spécifique sur la meilleure façon de s'intégrer ici dans la communauté d'accueil, donc ici au Québec dans notre cas. Donc, je pense que c'est important de pouvoir chercher à créer des entreprises dont la majorité de l'actionnariat, dont la propriété est détenue par des gens issus de l'immigration pour faire en sorte qu'on ait plus de gens employés, que l'employabilité issue de l'immigration soit encore plus, moins un enjeu, qui soit un peu plus, si on veut, accessible. Et peut-être un petit mot rapide avant que je prenne des questions sur l'annonce de 221 millions de dollars qu'a fait le gouvernement fédéral pour justement renforcer les capacités des organismes, puis aussi accompagner les entrepreneurs issus des communautés afrodescendantes. Donc, il y a deux initiatives. Donc, il y a une première initiative pour laquelle le groupe 3737 agit comme organisme intermédiaire. Donc, ce qu'on va venir faire, il y a un investissement de 25 millions qui a été fait par toujours le gouvernement fédéral pour venir renforcer les capacités des organisations qui desservent les communautés noires. Donc, c'est vraiment un renforcement de capacité et c'est vraiment axé pour les organismes à but non lucratif. Donc, c'est vraiment un appui communautaire. Donc, tout organisme qui a une vocation à aider et à dynamiser les communautés noires dans un financement que le groupe 3737 va pouvoir distribuer. Donc, il y a une partie financière, mais également une partie en coaching, mentorat et support d'experts. Donc, ça, c'est un élément. L'autre chose, c'est que nous avons travaillé, tout à l'heure, je mentionnais que dans le contexte pandémique, dans notre accompagnement entrepreneurial, on a vu qu'il y avait certains enjeux d'accès aux capitaux pour nos entrepreneurs, spécifiquement issus des communautés noires. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé, on a levé le flag, si on veut. Donc, on a sensibilisé les gouvernements. Donc, le gouvernement fédéral a été très proactif. Donc, très rapidement, on a eu des échanges avec des représentants du gouvernement fédéral. On a organisé un événement pour vraiment qu'ils puissent avoir le pouls directement de nos entrepreneurs. Et de fil en aiguille, on a établi des partenariats ici au Québec, des partenariats pan-canadiens pour pouvoir, à la fin de la journée, engager le gouvernement sur des fonds spécifiques pour aider les entrepreneurs des communautés noires. Donc là, le 221 millions de dollars qui a été annoncé le 9 septembre dernier, toujours par le gouvernement fédéral. Si on parle d'enjeux, comme je vous dis, le gouvernement fédéral a été très proactif. Malheureusement, du côté du gouvernement provincial, la proactivité a été moins forte. Donc, l'idée, c'est vraiment, je pense que, on est ici au Québec, plus on est à proximité des entrepreneurs, plus on est à proximité de la diversité, plus on est à même de faire un impact. Donc, ça va être important que ce soit du côté du gouvernement provincial, mais également aussi du côté de la ville. Donc, le travail que je pense que Marie-Christine fait avec son organisation est essentiel. Donc, il faut avoir cette proximité-là avec non seulement les entrepreneurs issus de l'immigration, mais ici également avec les individus tout court qui sont à la recherche d'emploi. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes à ce panel, puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des questions, puis je vais commencer par un commentaire. Donc, j'espère que c'est de Inde Mouroub, qui écrit « Au-delà des services déjà offerts au Canada sur l'accueil et l'intégration, il est crucial de développer le quotidien culturel des employeurs, les former au recrutement multiculturel et les sensibiliser aux leviers de performance que représente la diversité et l'inclusion en entreprise. » J'ai envie de vous entendre. Je vais y aller avec Yvette et Renaud pour commencer. Je veux qu'on fasse un tour de tour rapide pour les gens qui veulent s'exprimer là-dessus, peut-être en 30 secondes. Qu'est-ce que ça évoque en vous quand la personne dit qu'il faut éduquer les employeurs également par rapport au recrutement, parce qu'il y a des biais inconscients quand il y a du recrutement, parce qu'il y a ça a un impact direct sur la façon de former les équipes, un peu comme Edgar vient de mentionner. Donc, je ne sais pas si Yvette, vous avez quelque chose à mentionner là-dessus. Ouais, allez-y. Éduquer les entrepreneurs, pour nous, l'approche est différente. Notre approche, c'est de leur fournir des gens qui sont, premièrement, déjà bien préparés. Les compagnies font la formation de chaque nouvel employé, mais quand même, pour ne pas perdre du temps, c'est préférable d'avoir des gens qui sont déjà formés et qui ont déjà de l'expérience pratique avec les documents, les formulaires qui sont utilisés au Canada, de l'expérience canadienne. OK, donc pour vous, ce n'est pas un enjeu que vous abordez nécessairement dans la formation au sein des entreprises. Donc peut-être pour vous, Renaud, est-ce que c'est un enjeu qui vous interpelle ou pas nécessairement, donc par rapport à la notion de former le quotidien des employeurs pour pouvoir recruter de façon plus inclusive? Votre micro, on ne vous entend pas. Moi, je vais parler au niveau employeur parce que c'est là où je suis. Exact. Et je peux vous dire que sur à peu près, on est à peu près une quinzaine et je pense qu'il y en aurait peut-être 2 sur 15 qui sont peut-être de Canadiens de souche. Donc, c'est vraiment, je baigne dans ça et c'est très important dans l'équilibre de l'entreprise d'avoir cette ethnicité parce que ça amène d'autres angles qui nous permettent en fait aussi de pouvoir servir cette communauté. C'est sûr que des fois au début, surtout quand c'est des nouveaux arrivants, des fois il y a un petit obstacle au niveau des modes de travail qui sont peut-être un peu différents. En Amérique du Nord, je dirais, je prends l'Amérique du Nord en général. Donc, il y a une petite période d'adaptation. Voilà, mais une fois que le nouvel arrivant s'habitue à cette méthodologie de travail, regardez, ils sont aussi bons, sinon meilleurs que Canadiens de souche. Hein. Au bout de la ligne, c'est l'être humain, hein, qui soit source, qui viennent de l'immigration ou qui ne viennent pas de l'immigration. En fait, on revient tous de l'immigration au bout de la ligne. Oui. Voilà. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a justement une personne qui a écrit, et ça, son nom, je vais le trouver rapidement, a écrit justement concernant l'intégration. Donc, c'est Yannick qui a écrit que les entreprises s'attendent à ce que tu sois opérationnel dès la première semaine quand tu es recruté. Par contre, quand tu viens de l'étranger, il y a une période d'adaptation. Donc, vous avez très bien abordé cette question-là. Donc, c'est vraiment de se donner le temps, de donner des outils aussi, puis des moyens à ces entrepreneurs ou à ces employés d'être effectifs. Et puis leur donner le temps de côtoyer aussi des collègues. Donc, c'est là où est-ce qu'ils apprennent. Donc, c'est vraiment l'entraide entre collègues qui permet à ces personnes de continuer l'adaptation. Et regardez, je suis quand même aussi assez présent dans le milieu des affaires avec des amis, des contacts et tout ça. Et c'est souvent cette problématique-là qui revient. Ouais. Mais je pense que je dirais d'ici peut-être une décennie, hein, je parle de 10 ans quand même,
Non, mais où on sera vraiment, c'est pas quelque chose qui va prendre 1 an, 2 ans. Ça prend du temps. Ouais. Ça va prendre, je dirais, une décennie encore, parce qu'on est quand même une province, un pays jeune d'immigration, Oui. comparativement à l'Europe. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bien positionné. Mais j'ai envie d'avancer Yvan là-dessus parce que justement, ça c'est comment dirais-je, c'est un commentaire qui revient souvent au sein de certaines organisations ou des gestionnaires qui disent mais il faut prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais en même temps, il y en a d'autres qui disent on accuse tellement un grand retard qu'il faut accélérer les choses. Et c'est notamment le cas en ce qui a trait dans l'industrie télévisuelle, audiovisuelle. Donc, Yvan, quand on vous donne ce commentaire-là, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Oui, en fait, pour répondre à ça, je dirais que c'est bien beau. C'est vrai que effectivement, ce serait vraiment plus que les employeurs puissent aussi piocher dans la diversité lors des recrutements et tout. Idéalement, ce serait ça, mais j'ai envie de dire quand même attention à ça parce que au final, je veux dire, une entreprise est là pour faire du business, une entreprise est là pour être performante. Et donc, si lors du recrutement, lorsqu'on fait un recrutement, en fait, la meilleure option n'est pas pour nous quelqu'un qui vient de la diversité, c'est sûr qu'on prendra quelqu'un qui ne vient pas de la diversité. Et aussi, c'est vrai qu'avec les gens de la diversité, on a besoin de temps, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir ce temps-là. Moi, par exemple, je suis une start-up. Naturellement, quand j'ai essayé de recruter mes premiers employés, je me suis tourné vers la diversité. Mais en tant que start-up avec des ressources très réduites, je n'ai pas le temps de former forcément quelqu'un tout de suite. Donc, malheureusement, même si j'ai fait un programme de formation pour du long terme, ça n'empêche pas que sur du court terme, en fait, j'ai besoin de quelque chose de concret, j'ai besoin de quelque chose qui aille plus vite, en fait. Et je pense que pour répondre à ce problème, le secret n'est pas vraiment d'attendre des employeurs qu'ils recrutent systématiquement de façon linéaire avec la diversité et tout, mais aussi le secret est peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut implémenter au niveau des formations, au niveau de l'intégration des immigrants pour qu'ils soient très vite aussi compétitifs que les autres, en fait. Parce que si les immigrants ne sont pas compétitifs sur le marché, on a beau faire ce qu'on veut au niveau des employeurs, mais ils ne seront pas recrutés plus que ça, en fait. Je pense que voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis je pense que Louis Edgar pouvait réagir à ça. La compétitivité, c'est un point important que vous nommez, Yvan. Ouais. Mais je pense que c'est important de préciser que c'est statistiquement prouvé. C'est qu'un environnement qui prône la diversité, un environnement de travail qui prône la diversité amène statistiquement prouvé plus de revenus, plus de croissance au sein d'une entreprise. Donc, c'est clair que c'est une force et c'est un avantage d'utiliser le véhicule de la diversité. Maintenant, au niveau de la formation, je pense que effectivement, je pense que comme ce n'est pas seulement la diversité, on parle de tout le monde. Au niveau de la formation au sein des entreprises, c'est important que les employés aient une certaine forme de formation, du perfectionnement. Mais aussi, c'est important, quand on parle de formation du côté de l'employeur, je ne suis pas certain que simplement une formation, une conscientisation de l'employeur est suffisante. Parce que je pense que ça fait plusieurs années que les employeurs, ils ont comment je peux dire ça, c'est cet aspect qui leur revient souvent sur le nez. Et souvent, mais on parle de formation au sein des entreprises. Clairement, on voit qu'aujourd'hui, je pense que la formation, bien que ça peut être un outil, n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. C'est de pouvoir un peu forcer la main, dans le sens que, de voir, je pense qu'il y a une organisation qui émane de Toronto, le Black North Initiative, qui a créé cet engagement-là, si on veut, des entités corporatives. On parle de plus de 300 grandes entreprises corporatives canadiennes qui se sont engagées, donc qui ont signé ce qu'on appelle, j'ai le terme anglais en tête, un pledge, pour dire comme ça, nous allons revoir nos processus, nous nous engageons à. Donc, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que la formation. Donc, c'est d'amener justement cet engagement, puis pouvoir justement les amener à changer les processus à l'intérieur de ces organisations-là et de faire en sorte qu'à la fin de la journée, tout à l'heure, on parlait de postes décisionnels, mais c'est de faire en sorte qu'éventuellement, qu'on puisse avoir des gens qui sont plus à des postes décisionnels, puis utiliser le vecteur qui est la diversité comme étant une force qui, encore une fois, statistiquement prouvée, permet d'augmenter la croissance et d'augmenter les revenus au sein d'une organisation.
Tout à fait. Mais merci, c'était vraiment intéressant ce que vous avez dit. Puis quand on parle de processus, puis qu'on parle justement de mécanismes, c'est que là, ça s'inscrit dans la pérennité, non pas juste de faire des initiatives qui soient cosmétiques. Je vois qu'il est déjà 15h31, il va falloir que l'on conclue. Rapidement, Edgar, il y avait une question pour vous, je crois. Est-ce que vous travaillez juste avec des entrepreneurs à Montréal, oui ou non? Puis après, on va peut-être référer la personne à vous. Donc, pour la personne qui a posé la question, vous allez pouvoir communiquer directement avec le groupe 3737 pour avoir plus d'informations. Je demandais à Nersa peut-être un dernier tour de table rapidement, donc en 30 secondes ou 20 secondes chaque personne. Quel est le mot d'encouragement que vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent, qui peut-être vivent des défis, qui veulent aller plus loin, qui veulent s'intégrer mieux, qui veulent pas juste s'intégrer, qui veulent s'émanciper dans cette société? Donc, un tour de table rapide pour qu'on puisse conclure cette table ronde. Je vais commencer avec Patrick. 20 secondes, je dirais. Honnêtement, ce que je dis à beaucoup de gens, j'ai parlé à beaucoup de jeunes, je suis retourné souvent à mon école secondaire parler aux jeunes de ce que je fais. Je dis, soyez créatifs et soyez surtout, be bold. N'ayez pas peur d'aller faire exactement ce que vous voulez faire. Il y a un endroit pour vous pour faire ces choses-là. Il faut juste, faut savoir comprendre les critères et juste les remplir à la fin de la journée. Moi, c'est ce que j'ai compris de mon parcours. Merci. Svet, de votre côté, en quelques secondes. Moi, je dis toujours à tout le monde, l'Amérique du Nord n'est pas un autre continent, c'est une autre planète. Tout se fait de façon différente. Les gens arrivent comme... Moi, je suis immigrant, hein, je connais par mon propre expérience. Tu arrives ici, tu penses tout savoir. Il s'avère que tout se fait de façon différente, les critères sont différents, les façons de faire sont différentes, tu n'es pas adapté. Donc, l'expérience canadienne n'est pas une exigence vide de sens, il y a un bien fondé parce que nous, on n'est pas bien adapté aux exigences et façons de faire ici. Quelle est la façon de résoudre ce problème? Il y a une seule façon, le réseautage. Il y a bien d'organismes qui font des cours de recherche d'emploi et la plupart des gens ne savent pas qu'ils doivent chercher un emploi, ils l'appliquent, ça donne rien. Alors, l'importance du réseautage. Aident, mais ne sont pas spécifiques. Si tu cherches dans un domaine, ils ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ne sont pas spécialistes dans un domaine. Ils vont te dire en général comment ça se fait. Moi, j'ai fait 2 cours de recherche d'emploi. 10 secondes. Donc, chez nous, on encourage tout le monde. Appelez-nous, des consultations sont gratuites. On organise des rencontres avec les compagnies pharmaceutiques pour que vous puissiez poser vos questions aux gens qui sont dans l'industrie, n'importe quelle question. Informez-vous et pas d'une source. Un changement de carrière est une chose assez importante. Il faut s'informer bien. Merci beaucoup, Svet. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, le réseautage. Donc, pour les personnes qui accompagnent les entrepreneurs ou les personnes immigrantes dans le clavardage, le réseautage, c'est un art à maîtriser. Renaud, de votre côté, en quelques secondes. En fait, moi, je vais vous faire gagner du temps, Dorothy, parce que ça va être très simple, c'est de dire foncez, parce que le Québec a besoin de vous et encore plus pour se rétablir de la pandémie. Alors, foncez parce que vous allez arriver avec de l'effort et un drive. Voilà. Merci. Marie-Christine? Oui, moi, ça va être simple aussi. Deux éléments. D'abord, pour encourager les gens, le Montréal et le Québec, on a un réseau d'organismes, un écosystème d'appui aux personnes immigrantes qui est vraiment extraordinaire. On a des organismes en nombre, vraiment plus important que dans toute autre ville. Puis, il y a aussi plusieurs agences, notamment des communautés noires, qui offrent leurs services de plus en plus. Donc, moi, je dis toujours, entourez-vous. Tu sais, je pense qu'il faut être humble dans cette démarche-là, puis savoir s'entourer, c'est la base. Et l'autre chose aussi, ce que je remarque, c'est que vraiment beaucoup d'organisations, de grandes entreprises, d'institutions se remettent en question. Les engagements, les fonds, plein d'initiatives là, qui sortent tous les jours ces temps-ci, des leaders qui reconnaissent le racisme dans leur organisation. Donc, je trouve qu'enfin, il y a un regard critique sur les processus, sur les organisations. Puis il me semble qu'encore là, il faut partir de l'humilité. Puis ça, c'est super, ça annonce très bien pour la suite. Edgar?
Moi, je dirais un élément important, c'est la résilience. Puis, dans le fond, il faut être résilient et pas tomber dans le piège de la victimisation. Tu sais, je pense que, comme Marie-Christine le disait, il y a un écosystème d'entraide, il y a des organismes qui se fondent bon, je vais épargner le terme, en 4 pour pouvoir offrir des services. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Le groupe 3737 du côté entrepreneurial, on est là pour vous aider. Il y a le binôme qui est présent, il y a les organisations, il y a l'IVAN. Donc, je pense qu'il y a un écosystème d'entraide qui est là. Donc, ne vous découragez pas, soyez résilients et encore une fois, ne tombez pas dans le piège de la victimisation. Merci beaucoup. Le mot de la fin à Yvan. Oui, pour conclure, je dirais à tout le monde qui arrive au Québec de foncer. Plus spécifiquement de bien s'informer parce que je pense que ce qui crée le gap entre ceux qui réussissent et les autres, c'est le niveau d'information qu'on a. Moi, avant de venir au Québec, j'ai fait d'autres pays. J'ai fait la France, je suis allé aussi en Angleterre, donc j'ai fait d'autres pays et je pense que le Québec fait vraiment partie de ces régions-là où il y a très peu de choses qu'on ne puisse pas faire, en fait, même en partant de zéro. Donc, je dirais vraiment de foncer et keep up. Merci. Puis moi, comme mot de la fin, mais ça rejoint tellement ce que Yvan a dit. J'ai un adage que je partage souvent dans mes conférences. Je dis qu'il y a 3 éléments qui sont essentiels à notre richesse. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est la famille, c'est notre réseau. Puis la troisième richesse que l'on a, c'est l'accès à l'information. Toutes les personnes qui réussissent à avancer de plus en plus dans notre société, c'est parce qu'ils ont accès à de l'information. Et votre rôle à vous, c'est que quand vous avez accès à de l'information, que vous la partagez également. Donc, c'est sur ces mots-là que je remercie, entre autres, Nersa et toute son équipe du salon, parce qu'ici, c'est une mine d'or d'informations. Puis, on est 26 participantes. Des fois, on a l'impression qu'il faut être dans des événements avec 150, 2000, 3000 personnes, mais la vraie richesse, c'est lorsqu'il y a de la qualité autour d'un projet. Puis, une initiative comme celle-ci, c'est intime. Vous voyez les noms des gens, allez leur parler, allez leur écrire et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Des fois, en tant que personne migrante ou issue des communautés culturelles, on a peur de demander de l'aide parce qu'on le voit comme un signe de faiblesse, alors que non. La pire des choses qui puisse vous arriver, c'est un non. Puis le non n'est pas à vous, c'est à ce que vous demandez. Donc, je vais repasser la parole à Nersa. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Puis je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès et de bonheur dans vos démarches à tous et à toutes. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Donc, on vous attend sur le salon virtuel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en écho, mais je ne vais pas prendre plus de temps. Merci Dorothy d'avoir été là et bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bye bye.